En France, 21,9 milliards de transactions sont effectuées chaque année. Ça équivaut quasiment à 700 transactions chaque seconde. Le système bancaire est omniprésent dans le quotidien des Français. Mais derrière son apport en fluidité se cache un système très complexe. Aujourd'hui, nous découvrirons son histoire et son fonctionnement. De nouvelles technologies émergent et permettent de sortir de ce système. Nous verrons ce que sont les crypto-monnaies et à quoi elles peuvent servir, et on s'intéressera aussi au fonctionnement de la blockchain. Commençons par le tout début et intéressons-nous à comment ce système s'est créé. L'activité bancaire découle assez naturellement de l'activité marchande. Sans commerce, il n'y a pas de banque. On peut retracer l'origine des banques aux premiers échanges primaires entre individus qui échangent leur production les uns avec les autres, c'est-à-dire la création du commerce. Ces premiers échanges commerciaux étaient du troc. Tout le monde échangeait ce qu'il avait contre ce que les autres faisaient. Le problème qui est survenu, c'est que quand les gens voulaient acheter quelque chose qui a beaucoup de valeur, eh bien, c'était compliqué. Mettons qu'un paysan producteur de carottes ait acheté une maison. Comme il propose un produit qui a une valeur basse contre un produit qui a une valeur très élevée, il doit proposer beaucoup du produit bas pour compenser la valeur du produit élevé. Par exemple, 10 000 carottes contre une maison. Mais comme personne ne cherche vraiment à avoir 10 000 carottes en échange de sa maison, le producteur de carottes avait du mal à acheter une maison. Ce problème était répandu et limitait grandement le développement économique. Pour résoudre ce problème, on trouve des substituts. Au lieu d'échanger un objet contre un autre, on utilise un objet auquel on attribue de la valeur comme monnaie. C'est les premières formes de monnaie. Ils pouvaient être du blé, de l'orge, des dents de requin, des coquillages. Un objet auquel on attribue de la valeur et qu'on utilise comme monnaie. Les premières origines du métier de banquier remontent à 3000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Ce métier consiste en le stockage, l'échange ou le transfert de biens. Certains temples avaient des dépôts de céréales où ils stockaient les récoltes de l'année précédente, dans le cas où les récoltes de l'année d'après seraient moins bonnes. En plus, cela leur permettait de redistribuer et de prêter les récoltes pour les faire circuler. C'est en Égypte, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, que se crée la première banque d'État, qu'on appelle Banque Royale. Elle gère les affaires du roi d'Égypte sur tout le territoire. Cette banque a pour rôle d'encaisser des sommes et d'effectuer des paiements pour certains particuliers. À l'époque, et en particulier à Rome, le rôle principal des banques n'est pas encore d'encaisser des sommes et de donner de l'argent en prêt. Le rôle principal des banques est de faire le dépôt, c'est-à-dire de stocker les récoltes ou l'argent des entreprises et des particuliers. Dans l'Antiquité, les banquiers jouent également un rôle d'intermédiaire pour faire parvenir de l'argent pour des échanges commerciaux ou pour des raisons militaires. C'est alors qu'un système bancaire international voit le jour, pour la première fois, car des banquiers, par exemple égyptiens, communiquent avec des banquiers romains pour faire parvenir l'argent. Entre l'Antiquité et le XVIe siècle, le marché bancaire évolue. Au fil des croisades et des échanges commerciaux dans la Méditerranée, le système bancaire international se développe et assure des échanges internationaux de plus en plus fréquents. Au XVIe siècle, on voit l'apparition des premières bourses de commerce. Leur rôle est de réguler les prix et les marchés et faire en sorte que les entreprises et les particuliers payent leurs impôts. On voit aussi l'apparition des banques centrales qui régulent le système bancaire. Les banques centrales ont une activité de régulation, en plus de leur activité habituelle de gestion, transfert et échange des biens. Cette activité de régulation consiste à se conformer aux règles et à imposer des règles aux autres. C'est au XIXe siècle en France qu'apparaît le compte d'épargne. Il permet à des particuliers d'épargner de l'argent dans ce qu'on appelle le livret d'épargne. Les banques deviennent alors de plus en plus démocratisées. Cela nous mène au système bancaire d'aujourd'hui. Voici son fonctionnement. Les plus grandes institutions financières, les banques commerciales, jouent un rôle clé dans la gestion de l'argent. Elles sont la Société Générale, le Crédit Agricole ou encore la Banque Postale. Leur activité de facilitation est rendue possible grâce aux services bancaires qu'ils proposent. Pour commencer, intéressons-nous à la valeur de l'argent. Comme on l'a vu, sa nature a beaucoup évolué avec le temps. On est passé, pour faire simple, de pièces d'or à des billets qui ont une valeur correspondante à de l'or. Depuis 1970, les billets ne sont même plus corrélés à l'or. Donc l'argent tient seulement sa valeur de la confiance que les gens accordent à la banque. Aujourd'hui, il existe en parallèle ce qu'on appelle des monnaies scripturales. Ce sont des monnaies non matérielles. On les retrouve sur nos comptes en banque et l'argent qu'on dépense avec nos cartes bancaires est la monnaie scripturale. Elles existent sous forme de 0 et de 1, c'est-à-dire en code binaire. Les banques de détail stockent l'argent de leurs clients qui peuvent être des particuliers ou encore des entreprises. Elles permettent donc aux gens d'épargner leur argent. Elles utilisent l'argent des épargnes pour faire crédit à d'autres clients. Pour qu'ils puissent financer leurs projets et diviser leurs achats sur une période de temps prolongée. Les banques permettent aussi à leurs clients de dépenser leur argent avec des moyens de paiement. Comme du cash, des cartes bancaires ou encore des chèques.
Lorsqu'un client dépose 100 € sur son compte bancaire, la banque pourra par la suite prêter 90 € à d'autres de ses clients. En compensation, la banque placera l'argent de ses clients et en rendra plus qu'il n'en avait placé au début de l'année. Ça veut donc dire qu'en réalité, l'argent épargné n'est pas gardé par les banques. Les banques centrales, des institutions gouvernementales, ont pour rôle de réguler les banques commerciales. La Banque centrale française s'appelle Banque de France. En 1999, les banques centrales des pays européens, comme la Banque de France ou encore la Banque centrale allemande ou italienne, ont transféré leurs compétences en matière de politique monétaire à la Banque centrale européenne, la BCE. L'objectif de la politique monétaire, c'est d'assurer le financement de l'économie et la stabilité des prix. Pour pouvoir aboutir à ces objectifs, la Banque centrale européenne a le droit de primo de décider des taux d'intérêt sur les prêts émis par les banques en Europe et secondo de décider de la masse monétaire en circulation. Pour autant, la Banque de France garde une influence, ainsi que toutes les autres banques centrales européennes, car ceux qui prennent les décisions, ce sont les directeurs des banques centrales individuelles. La Banque de France assure la fabrication, la mise en circulation et la surveillance de la monnaie fiduciaire en France, c'est-à-dire le cash et les pièces. Elle assure aussi la sécurité et le bon fonctionnement des moyens de paiement en France. Mais à présent, intéressons-nous en détail au fonctionnement technique de ces moyens de paiement. Les cartes bancaires, c'est 564 milliards d'euros de dépensés sur l'année 2022 et 14 milliards de paiements effectués. Cela veut dire que plus de 90% des paiements effectués chez les commerçants sont faits par carte bancaire. Leur fonctionnement, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer. Nous allons interviewer, pour comprendre le fonctionnement des cartes bancaires, une des personnes les plus compétentes à ce sujet. Les systèmes de paiement par carte vont intervenir 4 acteurs différents. Vous, le consommateur, qui paye avec votre carte, votre banquier qui vous a remis une carte et qui vous débite des transactions que vous faites, le commerçant chez qui vous faites les transactions, et le banquier du commerçant qui lui permet d'être réglé pour les transactions que vous faites chez lui. C'est pour ça qu'on dit que c'est un système 4 coins, et c'est différent des systèmes 3 coins, comme par exemple PayPal, où il n'y a que 3 acteurs, vous qui avez un compte PayPal, le commerçant qui a aussi un compte PayPal, et PayPal entre les deux qui prend de la monnaie électronique à l'un pour la donner à l'autre. Dans un système 4 coins, pour une transaction donnée, le banquier du consommateur prend l'argent sur le compte du consommateur et règle le banquier du commerçant, qui lui-même règle le commerçant. Et pour cela, le banquier du consommateur n'a pas besoin de connaître le banquier du commerçant, parce qu'il y a les systèmes cartes qui les mettent en relation. Les systèmes cartes, ce sont CB, Visa et Mastercard. CB est un système qui est français et qui ne marche qu'en France. Visa et Mastercard sont des réseaux américains qui marchent partout dans le monde. Mais depuis peu, des solutions en dehors du système bancaire permettent de stocker et de gérer son argent. Voici ce que sont les crypto-monnaies et le fonctionnement de la blockchain. La première, la plus chère et la plus célèbre crypto-monnaie est le Bitcoin. Pour posséder du Bitcoin, vous avez un portefeuille numérique qui contient une clé privée. Cette clé est comme votre signature numérique pour prouver que vous êtes le propriétaire du Bitcoin. Mais le Bitcoin, c'est quoi exactement ? Le Bitcoin est complètement virtuel. On peut donc s'en servir comme moyen de paiement que sur Internet. Le Bitcoin, un peu comme les monnaies scripturales, prend la forme d'un code chiffré de 0 et de 1. Sur Internet, le Bitcoin permet l'anonymat et l'intraçabilité. Contrairement aux monnaies classiques, les cryptos ne sont pas créées par des États et ne sont pas reliées à des banques centrales. En plus, elles existent en quantité limitée. Comme personne ne contrôle leur valeur, les cryptos sont très fluctuantes en fonction de la demande. Si d'un coup, il y a beaucoup de demandes pour les euros, la Banque centrale européenne émettra des euros pour y répondre. Ce n'est pas le cas du Bitcoin, ce qui amplifie sa fluctuation. Les transactions de crypto-monnaies sont sécurisées à l'aide de cryptographie. Cela signifie que les mathématiques complexes et les codes informatiques garantissent la sécurité des transactions. À présent, intéressons-nous à la blockchain. Imaginez un cahier ou un bloc que tout le monde peut voir, mais que personne ne peut modifier. Chaque page de ce cahier contient des transactions crypto effectuées dans le passé. Maintenant, au lieu d'avoir ce cahier chez une seule personne, imaginez qu'il soit copié sur des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Toutes les copies de ce cahier sont identiques et sont mises à jour à chaque nouvelle transaction. Une fois qu'une information est ajoutée à la blockchain, elle ne peut plus être modifiée. En résumé, la blockchain est comme un cahier partagé et sécurisé où chaque page est un bloc de transactions. Elle permet des enregistrements transparents et immuables, ce qui est très utile pour les crypto-monnaies, mais aussi pour d'autres applications comme la traçabilité des produits, les contrats intelligents, etc. Micro Conférence touche à ça. fin. J'espère que vous avez kiffé. Mad liberator, death operator, rock the data, amazing flavor.